Aujourd'hui, on va analyser les joueurs de Pokémon du point de vue du MBTI, ou en tout cas, on va se servir de la grille de lecture que propose le MBTI et les travaux de Carl Jung pour essayer de comprendre un petit peu les différentes catégories de joueurs et ce qui fait qu'à certaines périodes et dans certains formats, certains joueurs vont être favorisés déjà psychologiquement de par la façon dont ils sont câblés par rapport à d'autres. Et aussi, on va du coup aussi en profiter pour comprendre les différences de point de vue au regard de la compétition Pokémon des différents acteurs, des différents vidéastes que vous suivez. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de personnes. On va parler de Harry, de Philrong, Rédemption, Maître Armand, Professeur FX. Il y en a d'autres que je pourrais citer. Parmi vos préférés, il y en a peut-être certains que je connais pas, parce que je vois qu'il y a des gens qui commencent à faire des vidéos sur Pokémon dont je ne connais ni le nom, ni la tête, ni la voix. Donc voilà. Mais il y en a quand même certains que je connais, et parmi les personnes que je suis, que je connais ou que j'ai connues, je comprends leur mindset, je comprends leur état d'esprit, je vois un peu leur force, faiblesse, etc. Et je pense pouvoir utiliser certaines des connaissances que j'ai en psychométrie, quand bien même ce soit des connaissances d'amateurs, hein, pour apporter une analyse et un point de vue différent. Je pense que cette analyse pourrait très bien servir aux différentes personnes que je vais citer. Je pense notamment à Harry qui est impliqué en compétition Pokémon. C'est pas une discussion que j'ai eue avec lui sous cette forme, même si je lui parle IRL assez, on va dire assez régulièrement, de temps en temps dans l'année, quoi. Et donc du coup, ça peut être un sujet qui pourrait l'intéresser parce que je pense que c'est une des clés qui va peut-être pouvoir lui permettre de step up encore. Alors je sais que c'est un peu débile, enfin ça peut paraître débile de la part de quelqu'un qui a arrêté la compétition depuis longtemps, de vouloir donner une leçon à quelqu'un qui en fait encore aujourd'hui et qui performe. Mais justement, je pense que ça peut être ultra utile de s'intéresser à ce sujet et que c'est une grille de lecture qui pourrait lui être très très utile en compétition. Et voilà. C'est un truc que je propose. On va du coup s'amuser aussi à placer Brian, qui est un pote à moi et avec qui on a fait beaucoup de compétitions Pokémon, que certains de la commune connaissent. Je pense que Brian, grosso modo, vous prenez tous les gros vidéastes Pokémon aujourd'hui, vous parlez de Brian, ils connaissent Brian, quoi. Tout le monde n'aime pas Brian, mais tout le monde le connaît. Moi j'aime bien Brian. C'est mon chouchou. Et moi-même, je vais me placer dessus parce que du coup, ça va aussi vous permettre de comprendre la différence entre moi qui parle de Pokémon et un Harry ou un Rédemption, un Philrong qui parle de Pokémon. Pourquoi est-ce que, par exemple, je considère mieux comprendre la façon de jouer de Maître Armand et de Professeur FX que Harry, par exemple, ou que Philrong. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop là. Je vais vous proposer un petit Photoshop. Là, cet épisode va être un peu interactif et donc du coup sera encore moins rythmé que les autres sur YouTube, parce que pour rappel, petit disclaimer aussi, petit disclaimer, je fais ces vidéos sur cette chaîne sans montage, je les fais pendant que je suis en live sur Twitch, donc vous pouvez me voir et des fois répondre à des commentaires sur le chat pendant la vidéo YouTube. Il n'y a pas de cut, donc c'est pas rythmé, enfin c'est pas rythmé, des fois je reprends mon souffle, vous avez droit à tout. Si je bois de l'eau, c'est pas coupé non plus. Si à un moment je reviens sur quelque chose que j'ai dit avant, mais quelque chose me revient et je trouve que c'est important, et dans une vidéo montée, ça aura déjà été écrit en avance, et donc du coup, c'est transparent. Là, ça se fait un peu au fil de l'eau, donc c'est normal. J'ai beaucoup trop de projets en parallèle sur lesquels je ne peux pas désinvestir du temps, donc je peux pas investir plus de temps que ça sur ce projet-là, enfin sur cette idée de chaîne YouTube, même si j'ai envie. Merci Forbless du coup pour le follow. Même si j'ai envie je pense que avec l'arrivée de la 9ème génération, je vais avoir envie de parler de Pokémon, je vais avoir envie de jouer à Pokémon. Je pense que je vais sortir régulièrement du contenu, ou en tout cas essayer de distiller du contenu sur cette chaîne, mais ça sera pas du contenu ultra monté ou quoi, sauf si certains d'entre vous s'intéressent à ma façon de voir les choses, ont envie de contribuer aussi. Je vais pas mal parler de stratégie de Pokémon, etc. Donc si certains d'entre vous veulent contribuer aussi et qu'on forme une équipe, ça me va aussi. C'est juste qu'en l'état actuel, je suis pas en capacité d'amener plus de temps sur le projet, donc c'est normal. Salut Forblay, j'espère que ça va bien. Ça tombe bien, t'arrives sur la 3ème partie. Donc première partie, donc les personnes qui étaient sur YouTube ont vu précédemment, j'ai parlé de l'histoire stratégique de Pokémon en France, du point de vue d'un Français de l'époque, sans internet, sans tout ça.
et pas d'un point de vue de Smogon qui regarde juste Smogon autour de Smogon et voilà. Tauros Ultra Laser et tout ça, ça n'existait pas. Faut pas pousser mémé dans les orties. Et ensuite, j'ai parlé aussi du fait que l'argument, j'ai démontré en fait, avec plus ou moins de rigueur, que l'argument qui dit que Pokémon dans l'aventure se joue en solo 6v6, donc c'est pas normal, enfin c'est pas cohérent que la compétition se joue pas en solo 6v6. J'ai montré que cet argument-là se tenait pas du tout debout et se vérifiait nulle part, juste dans le vivant. Donc voilà. Donc là, on va faire un petit schéma, on va faire un truc, alors je vais utiliser la psychométrie, enfin la psychométrie, alors attention, je vais utiliser des grands mots, tout en étant très brouillon, pas du tout scientifique, voilà, bref. Quand j'ai dit que je vais utiliser le MBTI pour analyser les joueurs de Pokémon, du coup le sujet de maintenant c'est analyser les joueurs, les vidéastes, les personnes on va dire connues dans la compétition, enfin connues pour être compétitifs un minimum ou intéressés par la stratégie, etc. Et comprendre qu'est-ce qui fait que certains sont plus forts, certains sont moins forts, etc. Et donc pour ça, je vais utiliser mes connaissances en MBTI, je vais utiliser la psychométrie, mais attention, je vais piocher dans ce qui m'intéresse de la psychométrie et dans le MBTI, je ne vais pas utiliser l'intégralité de ces connaissances-là, et je vais parfois faire des raccourcis, ou même bypasser des règles de psychométrie, parce que ça arrange mon propos. J'ai pas pour objectif d'être 100% cohérent avec l'outil que j'utilise. Là, l'objectif, c'est de comprendre les mindsets des joueurs. Et donc, du coup, on s'en fiche un peu d'être 100% précis. Le but, c'est pas de prédire à 100% ce qui se passe. Enfin, c'est pas d'être scientifique, quoi. J'arrive au bon moment, alors. Bah écoute, ces sujets de play, c'est super cool. Donc, en fait, il va y avoir deux axes. Je vais vous présenter deux axes. D'abord, alors, on va faire un peu de théorie avant de parler des joueurs. Mais vous allez très vite comprendre où est-ce que je vais en venir une fois que vous aurez la théorie. On peut même s'amuser à un petit jeu. En milieu de vidéo, on jouera un petit jeu, comme ça même sur YouTube si ça vous intéresse. Vous pourrez vous amuser à proposer votre mouture de votre analyse au vu des axes que je vais vous proposer. Donc en fait, c'est pas du tout droit. Comment... Alors attendez. Alors, il faut que je fasse une ligne droite. Comment est-ce que je peux pas preview la ligne? Je sais ce que je vais faire, je vais tricher. Je vais faire le gros sac. Je vais faire ça. Et je suis vraiment un gamin. Hop là. Tac. Hop. Hop. Hop là. Voilà, c'est cool. Et on va faire pareil dans l'autre sens. On va faire deux axes. Voilà. Hop. Voilà. Ok, alors, en fait, on va faire tout simplement un plan en 2 dimensions. Et on va placer nos personnalités ici. Quel escroc. Ah bah écoute, on s'arrange comme on peut. Il faut savoir se montrer ingénieux dans la vie. On va placer nos personnalités à des différents endroits de ce plateau. En fait, ça va être un spectre sur lequel on va placer les gens. Mais d'abord, je vais vous présenter les différents spectres. Il y en a deux. Le premier, ça va être celui... le mode de pensée. Donc, pensée extravertie, ici. Et la pensée introvertie, du coup, de l'autre côté, forcément. Hein. Pensée introvertie. Alors déjà, je sais qui est-ce qui veut... Je vais brosser dans le sens du poil et qui est-ce que je vais disrespect. Parce que, trop cool, il y en a qui seront en pensée... Ils seront en haut. Alors que ça montre pas une supériorité ou quoi. Enfin bref, non mais je dis ça un peu pour rire. C'est quoi que je voulais faire? La pipette? Non, je peux pas pipeter. Je peux pas pipeter ça? Non mais t'es sérieux le gars? Ah non, c'est ça. Outil magique, voilà. Hop, là on va virer ça. Comme ça, je peux faire ça. Désolé, hein, je bidouille en plus en même temps. Mais bon, certains diront c'est le jeu. Voilà, c'est un petit peu plus sympa comme ça. Et on va rajouter un arrière-plan. Et l'arrière-plan, lui, on va le mettre blanc. Ça, c'est pas un souci. Alors attends. Ok, c'est ça que je voulais faire. Et c'est ça que je voulais faire. Ok, c'est bon, on est bon. Ouf. Je crois moi aussi direct là. Ok, non, j'ai pas compris ce que t'as dit, mais ok.
Ensuite, droite-gauche, on va être sur quelque chose d'un petit peu plus... là, et là, vraiment, ceux qui sont sur du MBTI vont se tirer les cheveux. Alors, je sais pas encore exactement comment je vais faire mon graphe, donc pour l'instant, je vais mettre intuitif et sensitif de l'autre côté, du coup, forcément. Même si le mot est... Ah, il est horrible comme ça. Goms devrait être là. Ah ouais, bah, je pense que Goms ça va lui plaire. Et bah, au pire, de toute façon, je la sortirai sur YouTube avec juste cette partie-là. Donc et bah, il pourra bien évidemment l'avoir. Alors d'abord, je vais expliquer ces notions-là. Dans l'MBTI, il y a beaucoup de notions différentes. Si vous avez déjà fait le test 16 Personalities, ça va complètement vous perdre parce que vous avez déjà des notions du test 16 Personalities qui vous donne votre type avec 4 lettres, qui est une notion que j'utilise en fait quand je parle de MBTI. Si je dis qu'il y en a un qui est SFP, ENTP, ENFJ, etc., c'est le système de nomenclature par lettres qui est proposé par 16 Personalities. Chacune de ces lettres-là présente des traits de caractère, donc entre par exemple I et E, ça va être introversion, extraversion, T et F, ça va être pensée, sentiment, et en fait, ce spectre-là, en fait, ça peut être confus. Là, tout de suite, si vous avez ces connaissances-là, vous pouvez confondre les notions avec ce que je vais vous dire maintenant. Le MBTI, ça a été, le MBTI tel qu'il existe sur ce site-là, et la notion, le MBTI, c'est un trademark, donc ça appartient à une société. Ça a été créé par deux femmes qui ont repris les travaux de Carl Jung et qui ont créé le MBTI en fait. Ils ont créé cette nomenclature en 4 lettres avec ces axes introverti, extraverti, pensée et sentiment, intuition, sensation, jugement, prospection. Mais en fait derrière ça il y a des travaux de Carl Jung qui lui dit l'être humain, les humains utilisent 8 fonctions cognitives et chaque être humain, chaque individu en utilise 4 avec un ordre de préférence. Donc la première on maîtrise à fond, la deuxième on maîtrise plutôt bien, la troisième on maîtrise pas trop mais on fait de l'effort dessus, et la quatrième on est complètement à la ramasse. Ça c'est la théorie de Carl Jung, et du coup il explique ce que sont les différentes fonctions cognitives. Je n'ai pas besoin de toutes les fonctions cognitives aujourd'hui pour parler des joueurs de Pokémon, pour la simple et bonne raison que en fait toutes les théories, tout ce qui s'articule autour du MBTI peut se découper en plein d'axes, tout simplement. Plein d'axes sur lesquels, comme ici là il y a un axe, pensée introvertie, pensée extravertie, sensitif, intuitif, ça aurait pu être aussi l'axe observateur, décideur, etc. Il y a plein de petits axes en fait sur lesquels on peut se dire tiens il est plutôt ça, il est plus ça que ça. On peut dire il est plus observateur que décideur, il est plus sensitif qu'intuitif, il est plus observation introvertie que observation extravertie. Chacun de ces axes-là, c'est des petits traits de caractère en quelque sorte qu'on peut repérer chez quelqu'un, et on peut mettre le curseur, savoir s'il est plus d'un côté de l'axe ou de l'autre côté de l'axe. Donc là, je vais utiliser ceux qui m'intéressent. Je vais pas utiliser ceux qui m'intéressent pas. Je vais aller un peu plus dans le détail au fur et à mesure. Peut-être que je vais un peu changer la façon dont le graphe fonctionne au fur et à mesure que j'avance. Mais grosso modo, là, c'est les deux axes qui m'intéressent principalement parce qu'ils vont vous permettre de comprendre un petit peu ce que j'essaye de vous amener sur comment positionner les joueurs et comprendre leurs forces faiblesses, et pourquoi certains sont forts par exemple en série 12 sur Pokémon épée bouclier alors qu'ils l'étaient pas par exemple sur Pokémon noir et blanc en compétition officielle quoi. Enfin voilà. Pourquoi certains joueurs vont être meilleurs en solo 6v6, Smogon, et vont un peu galérer en solo 3v3 sur le ladder cartouche. Voilà. Enfin bref. Les avantages, les inconvénients de chaque profil. Donc la pensée extravertie, la pensée introvertie. Là on reste sur l'axe de décision de la pensée, donc on reste sur l'axe T. La pensée extravertie et la pensée introvertie sont des fonctions qui vont baser leurs décisions sur ce qu'on va appeler la pensée rationnelle, c'est-à-dire utiliser la logique froide pour prendre des décisions complètement décorrélées de l'émotionnel, de l'humain, etc. Enfin, il peut y avoir de l'humain, mais pas de l'humain ressenti, ça sera plus de l'humain logique, de l'humain de décision logique, froide et logique. On peut froidement et logiquement décider que les humains ne doivent pas souffrir et qu'il faut prendre soin des autres. Ça n'implique pas d'émotion dedans. Donc voilà, faut pas tout confondre non plus. Là, je parle vraiment de la façon de raisonner. Les fonctions de pensée sont des fonctions de pensée qui n'impliquent pas les émotions, même si elles sont sur l'axe. Donc la pensée extravertie, il y a forcément
le sentiment introverti en face, je vais pas trop en parler, mais voilà, quelqu'un qui utilise la pensée extravertie est capable de sentiment introverti et donc de venir sur le spectre émotionnel. C'est pas incompatible du tout. Mais c'est juste que lorsqu'on joue en compétition, lorsqu'on est devant sa Game Boy, devant sa Nintendo Switch, en train de choisir ses attaques et tout, on a tendance à essayer au maximum de s'extraire du sentiment pour aller plus vers la logique, et notre analyse du jeu devient quelque chose de froid et de mathématique. On ne gagne pas en compétition, on le sait tous, on ne gagne pas en compétition en jouant une team d'évolution parce que j'adore Evoli. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas, et il faut faire le deuil de cette option si on veut avancer, si on veut progresser, et en fait des deuils comme ça on en fait plein, parce qu'en fait on sacrifie la dimension émotionnelle pour arriver sur la dimension de la pensée. Donc, pour moi, en compétition Pokémon, discuter des axes émotionnels ne sont pas intéressants, parce que même si les joueurs peuvent avoir des archétypes émotionnels, dans Pokémon, ils vont utiliser à fond leur fonction de pensée, et ils vont l'exploiter à fond dans le jeu Pokémon. Et donc du coup, donc la pensée extravertie va s'opposer à la pensée introvertie, parce qu'en fait, il y a plusieurs choses dans leur fonctionnement. Déjà, la pensée introvertie va avoir des points communs avec le sentiment introverti, d'être une décision introvertie, c'est-à-dire en gros voir avant tout les choses au travers de sa propre individualité, et du coup ça va être des fonctions qui vont pas mal intégrer les notions et les faire leurs. Donc le sentiment introverti va plutôt faire sien l'émotion, la pensée introvertie va faire sienne la connaissance, on va dire la connaissance, la logique, le mécanisme. La pensée extravertie, elle, va plutôt s'intéresser, donc est une décision extravertie, donc du coup va plutôt s'intéresser aux individus à l'extérieur de soi, va plutôt s'intéresser au groupe, à comment les gens interagissent entre eux, comment les individus s'impactent, les identités, comment les identités s'impactent entre elles, et donc du coup va beaucoup plus s'intéresser à qui dit quoi en fait, hein, tout simplement, à qui dit quoi, qui pense quoi, etc. Et va beaucoup plus du coup s'intéresser au référentiel externe, et va plus s'intéresser à l'individu qui apporte l'information, et aussi la quantité d'individus qui rapportent l'information, qui dit quoi, combien de personnes disent quoi, etc. C'est des choses qui vont jouer, et donc du coup la pensée extravertie va avoir une tendance plus forte à gagner de l'intelligence au travers de l'intelligence des autres, en quelque sorte, c'est-à-dire elle va être capable de choisir intelligemment ce qui est plus logique, ce qui va être du bon sens, ce qui va être capable de piocher à l'extérieur en fait. La pensée introvertie va avoir tendance à des fois, souvent réinventer la roue, parce qu'elle va avoir tendance à d'abord essayer de réfléchir, comprendre dans ses mécanismes intérieurs pourquoi telle chose fonctionne comment, etc. Et la pensée introvertie va avoir tendance à plus créer ses propres théories, ses propres idées d'un sujet, et ce n'est que dans un second temps, parfois par besoin de récolter de l'information pour être capable de créer son modèle, qui va se tourner vers le monde extérieur, et donc du coup c'est vraiment deux façons très différentes de fonctionner. Voilà, je pense que c'est assez bien résumé, j'espère, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Sur YouTube, bah, c'est trop tard. Et ensuite l'axe sensitif intuitif, donc là je reprends peut-être un peu la dichotomie plutôt MBTI et pas Jungen, donc pas avec les fonctions. Mais en fait derrière j'ai en tête les fonctions. J'explique pourquoi, parce que en fait pour moi là, alors je vais créer un calque avant de me faire avoir. Là pour moi il devrait y avoir une encoche ici. Bon, peut-être pas faire une encoche aussi grande, il devrait y avoir une encoche ici, avec ici SI, ici SE, ici NI et ici NE. Ça serait très faux en fait, ça correspondrait pas du tout à ma façon de penser, mais je vais d'abord expliquer ces choses-là. Donc juste ici pour ajouter de l'information, ça va être T, TE. Donc T pour la pensée, TE pour pensée extravertie. Ici ça va être T. Donc dans le MBTI, un type pensée introverti, si ça fait partie de ces deux premières fonctions, il aura le T dedans, dans son type MBTI. Par exemple, moi, ENTP, j'ai TI en deuxième position, donc il y a T dans mon ENTP.
Mais par exemple, quelqu'un qui a TI en 3e position, genre un INFJ, il n'y a pas le T dans son nom, mais il utilise TI aussi. Et il l'utilise plutôt bien d'ailleurs, donc faut pas se faire leurrer, quoi. Donc les types sensitifs, donc là je vais mettre aussi S, les types intuitifs, intuitive, non ça dégage, je l'aurais mis sous mes couilles là. Intuitif, N. Donc à la base, sensitive, intuitive. Ces mots-là sont les deuxièmes mots les plus mal choisis de MBTI après JP, je trouve, mais bon bref. Enfin, c'est dur d'expliquer ce que c'est en partant du mot-là. La différence entre un type S et un type... Enfin, entre les fonctions S et les fonctions N, ça va être qu'est-ce que la fonction regarde. Les types S vont regarder le réel, en fait. Il faut regarder le concret, plus précisément. Pas forcément le réel. Hein. Faut pas confondre les deux. Je trouve qu'il faut vraiment pas confondre les deux. Le type S va regarder le concret. C'est-à-dire qu'il va regarder les choses telles qu'elles sont. Le type S, il voit 2 chiens se battre, il va dire il y a 2 chiens qui se battent. Il va s'intéresser aux choses concrètes, au monde physique, à l'impact des choses physiquement. Et il va s'intéresser aux configurations telles qu'elles existent et telles qu'elles sont en place, parce que c'est une réalité du présent. Par exemple, si vous avez un mec qui est votre chef, un mec ou une meuf, hein, désolé, hein. Si vous avez une personne qui est votre chef, pour un S, c'est le chef ou la chef, c'est la personne supérieure. Le type intuitif, lui, ça va être un type qui va plus être orienté dans le monde des idées, dans le monde de la pensée, dans le monde du possible, dans le monde du futur, du coup, enfin, ou même du passé, qui va plus être orienté sur des choses qui vont être, du coup, forcément moins concrètes, beaucoup plus dans le monde des idées. Un type N peut voir 2 chiens se battre dans la rue et dire « Ah, c'est marrant, on dirait que y a celui de droite vient réclamer ses dettes, enfin, va demander à l'autre de payer ses dettes. » Alors que t'as juste 2 chiens dans la rue en train de se battre. Donc on peut se dire « Ouais, c'est un peu des rigolos », mais non, c'est pas juste des rigolos. C'est-à-dire que le présent est très concret, la hiérarchie en place est très concrète, mais si tu veux faire évoluer les choses, c'est forcément par le monde des idées, parce que le futur n'existe pas dans le présent et donc n'est pas concret. Donc on a besoin aussi du monde des idées pour être capable de se projeter dans le futur, d'être capable de se projeter dans l'ensemble des possibles, pour innover tout simplement, pour aller vers de la nouveauté. Et voilà. Donc les deux types-là sont des types très différents. Enfin, cet axe-là provoque des choses très différentes. Et je me rends compte que je me coince un petit peu dans mon analyse avec cet axe-là, enfin, parce que je préférais plutôt mettre... Alors je vais le mettre ici pour l'instant. J'aimerais mieux mettre l'axe SI ici et mettre l'axe NE ici. Ça m'intéresse un peu plus, mais ça correspond pas à tout le monde. Les types N, ce sont les mentalistes en fait. Non, c'est pas les mentalistes, parce que t'as des types N, enfin des gens... Il y a rien de... par exemple, tu prends le Luna Lovegood dans Harry Potter, c'est un type N par exemple, tu vois, à 100%. Ça peut être des gens qui sont juste dans leur monde en fait, tu vois, ça peut être des gens qui sont dans leur bulle, qui sont à fond dans leur petit monde de bisounours ou dans leur délire. Et je pense que parmi les gens qui sont restés sur Pokémon au passage au collège en 91 et qui ont accepté de se faire bully par l'ensemble des gens, non, je parle pas de moi, si. Parce qu'ils se disaient que Pokémon avait un potentiel de ouf, en fait, ils ont accepté de sacrifier le concret qui est personne ne joue à Pokémon autour de moi, pour l'idée de mais un jour il y aura plein de gens qui vont y jouer en compétition en fait. C'est pas forcément être capable de voir. Ah oui, c'était ironique, ok, non, t'inquiète. C'est pas forcément une capacité divinatoire de se projeter dans l'avenir ou un truc comme ça, mais c'est une capacité de s'abstraire un peu de ce qui se passe vraiment concrètement devant nous pour aller chercher des possibles et des options ailleurs, d'autres possibilités d'action dans des choses qui sont inexistantes dans le présent. Je mets NE et SI parce que, en fait,
toutes les fonctions sont soit tournées vers l'introversion, soit vers l'extraversion. Ça veut pas dire que tu es extraverti, ça veut pas dire que tu es introverti en tant que personne dans ton comportement social. Ça veut juste dire que la fonction va soit tourner son regard vers soi, ou soit tourner son regard vers le monde extérieur. Typiquement, le sensitif introverti, lui, va plutôt regarder au travers de ses souvenirs, de son vécu. En fait, il va regarder le concret qu'il a connu. Il va avoir une grande capacité d'écoute de son corps. Enfin, en tout cas, ils ont plus de chance, plus tendance de se préoccuper de ça. Et aussi, tout simplement, ce qui va être concret pour eux, du coup, ça va être ce qui est passé. Parce qu'en fait, c'est le concret interne, donc le concret vécu. Et donc, du coup, ça passe par les souvenirs. Ils vont avoir beaucoup de respect sur ce qui a existé. Et donc, du coup, ils vont naturellement avoir un peu peur des changements. Parce qu'en fait, oui, mais tel truc, ça fonctionnait, pourquoi est-ce qu'on le change, tu vois? Ça va être aussi le respect de la hiérarchie, parce qu'en fait, elle est en place, et ça fonctionne avec cette hiérarchie en place, donc on va respecter le truc. Le sensitif extraverti, lui, va plutôt chercher l'observation dans le monde extérieur, donc du coup, lui, il va plutôt avoir tendance à être explorateur, il va sortir, il va provoquer des interactions dans le monde physique, dans le monde extérieur, pour obtenir de l'information concrète. Et donc du coup, on n'est pas du tout sur les mêmes comportements, alors que les deux vont être ça va être plus dans l'action du coup, parce qu'il faut provoquer des réactions dans le monde extérieur pour récupérer de l'information. Donc on est vraiment sur des choses qui sont très différentes, alors que les deux types sont des types S, enfin les deux fonctions sont des fonctions de S, donc tournées vers le concret. La même dichotomie s'applique à l'intuition. Et je pense que mon axe... Ah oui, d'accord. D'ailleurs, Pikachu, il est où? Ah là là, terrible. Je pense que mon axe se met surtout avec la sensation introvertie, du coup, tout à gauche, et l'intuition extravertie tout à droite. Et je pense qu'au milieu, je mettrai la sensation extravertie et l'intuition introvertie, mais je sais pas exactement où je vais les mettre. C'est un petit peu compliqué pour moi de les mettre, parce que y a des gens qui ont pas cet axe SINE. Donc du coup, il va bien falloir que je les mette quelque part sur le graphe, et on va voir ensemble où est-ce qu'on va les mettre, et ça me permettra aussi d'adapter mon axe en cours de route. Donc sensation introvertie, j'ai expliqué ce que c'est. C'est une grande capacité, du coup ça apporte à son utilisateur une grande capacité, je trouve, de respect de l'autorité. C'est-à-dire que l'autorité, c'est une chose concrète qui est en place, qui permet aux choses de fonctionner. Et quand je dis autorité, c'est une autorité au sens large. Par exemple, quelqu'un qui remporte un championnat devient une autorité, parce que comme il a gagné un championnat, ça montre qu'il est légitimement porteur du titre, et donc du coup il est légitime dans son expertise, alors que quelqu'un qui n'a pas encore gagné de tournoi n'a pas cette autorité, on va dire. Donc c'est autorité dans le sens aussi argument d'autorité. Voilà, un docteur n'a pas d'autorité politique, mais il a une autorité sur le sujet de la médecine, et donc du coup la sensation introvertie est, à mon avis, la plus susceptible de toutes les fonctions d'observation de respecter cette autorité-là. L'intuition extravertie, bien évidemment, c'est tout l'inverse, mais quand quelqu'un a l'un, il a l'autre, donc ça dépend si elle est devant ou si elle est derrière, du coup, dans la stack des 4 fonctions. L'intuition extravertie, elle, va plutôt s'intéresser, dans le monde des idées, à récolter un max d'informations, et donc du coup va multiplier les options. Et donc typiquement, donc ça c'est le cas de joueurs comme moi, quand un jeu Pokémon sort, qu'il y a des nouveaux talents, des nouvelles attaques, des nouveaux items, des nouveaux Pokémon, c'est pas compliqué. Mes premières heures de jeu dans Pokémon, et quand je dis première, je dis bien les 200 premières heures de jeu, c'est de créer des Pokémon avec des sets stratégiques pour tous les Pokémon du Pokédex que j'ai pas encore. Donc par exemple sur Pokémon épée bouclier, j'ai certains Pokémon en 3 exemplaires avec des sets stratégiques dessus. Ils ont jamais été viables compétitivement parlant, et j'en ai plein comme ça, vraiment plein. Point positif, très vite je connais plein d'options différentes, je suis au courant des gimmicks particuliers de certains Pokémon très tôt, et donc du coup quand j'arrive face à eux, je sais déjà à quoi m'attendre, là où quelqu'un qui est à fond sur sa sensation, il va découvrir le truc sur le tas parce qu'il s'y est jamais intéressé à cette option. Inconvénient, jouer quelque chose qui est efficace et institutionnalisé, c'est mort. C'est ultra dur, ça va pas être quelque chose qui va être respecté, et donc du coup ça va être quelqu'un qui va avoir beaucoup plus de mal à progresser en compétition, parce qu'il va d'abord devoir passer par sa boulimie d'ensemble des possibles avant de se calmer et de se dire ok, maintenant je vais commencer à m'intéresser sérieusement au jeu. Et donc du coup l'intuition extravertie,
par opposition, n'a pas de respect pour l'autorité. Donc par exemple, un intuitif extraverti, il va pas regarder un champion comme s'il était plus intéressant, comme si sa voix était plus intéressante à écouter que quelqu'un qui n'est pas champion. L'intuition extravertie, voilà, elle va pousser à ça. Et donc du coup, déjà, si vous m'avez écouté, si vous faites le lien avec ce que j'ai dit sur la pensée extravertie, la pensée introvertie, vous voyez déjà qu'il y a des liens qui peuvent se faire. Typiquement, je ne respecte pas... Alors, je vais prendre un calque, un autre calque. Je vais l'appeler le calque brouillon. Le calque brouillon. Hop là, on va prendre on va prendre du rouge, hop, et on va diminuer un peu notre... Voilà. Là, vous voyez déjà le problème. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, bah, sectionne ton calque en fait, pas chier. Là, vous voyez déjà le problème. Vous pouvez déjà faire des liens. Typiquement, je ne respecte pas l'autorité. Je ne respecte pas l'autorité en tant que telle dans ma façon d'observer les choses. Parce qu'en fait, je vais naturellement plus retourner mon regard vers un ensemble des possibles qui va satisfaire ma fin de possibilités. Et je ne peux donc pas me limiter à l'avis d'un seul mec qui a gagné un tournoi, quand bien même ça soit un tournoi important, etc. Mais je raisonne logiquement en utilisant le référentiel externe, et j'ai donc besoin de m'appuyer sur les arguments logiques extérieurs pour être capable de me constituer un dictionnaire, on va dire, un vocabulaire d'idées afin de me forger la mienne. Et donc là, on voit bien que ça s'équilibre un petit peu, qu'il y a un équilibre un peu entre les deux qui va se jouer, du genre, ok, je respecte pas l'autorité, mais j'ai quand même écouté des référents externes, et donc du coup, forcément, je vais m'intéresser à ce que disent les champions, qui ont plus de chances de me proposer des choses fortes, des choses efficaces. Donc du coup, je vais quand même respecter ça, même si je vais pas les respecter en tant que champion. Je vais les respecter en tant qu'instructeur, on va dire. C'est pas pareil. C'est un instructeur. En fait, utiliser ces deux fonctions-là, ça veut dire en gros, tu vas écouter ce que dit le champion, comme tirer à un cours. Et en fait, une fois que tu as allaité au cours, ben tu rentres chez toi et tu t'en fous en fait de qui était l'instructeur ou quoi. Tu sais qu'il est assez compétent pour t'enseigner des choses, mais ça s'arrête là, quoi. Alors que si on prend une autre couleur, je vais prendre le bleu. Je ne respecte pas l'autorité. L'autorité du joueur qui a gagné la compétition ne m'intéresse pas parce qu'il me limite trop ça me limiterait trop de ne prendre en considération que son idée comme en tant que bonne idée. Et en plus de ça, je forge mon système de pensée moi-même, je reconstitue moi-même mon ensemble de pensées, donc je crée ma propre vision de la stratégie Pokémon, indépendamment de ce qu'en dit l'extérieur. En fait, j'accumule plein de données, moi-même je fais le tri à travers ma logique, et je décortique les mécaniques pour comprendre et trouver qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est pas fort. Et donc on voit bien qu'on n'est pas du tout sur la même logique, c'est-à-dire que là on prend l'ensemble des informations pour reconstituer, pour essayer de décortiquer et de trouver un truc game breaker de par nous-mêmes en fait, alors que ici en rouge, on va récolter les infos dans l'ensemble des possibles, mais on va l'utiliser en filtrant à travers les choses que j'ai appris grâce au référentiel externe. Et du coup, on voit que cet axe-là, en rouge, va être un peu moins la ramasse que l'axe en bleu. Que les gens qui seront du coup dans ce carré-là, les gens qui sont dans ce carré-là, auront tendance à être plus... ils vont être créatifs, mais ils vont quand même plus rapidement respecter le jeu compétitif de façon à eux-mêmes être efficaces et être sur le marché des compétiteurs de haut niveau, quitte à sacrifier un peu de créativité qu'ils aimeraient bien injecter là-dedans, mais du coup ils vont l'injecter dans autre chose. Et je parlerai d'un des youtubeurs, enfin d'un des compétiteurs
officiels un petit peu plus tard quand on va les placer dessus. Mais ça vous permet de comprendre les dynamiques. Alors que ici, là, lui, ici, il va complètement galérer à se faire une place dans la compétition parce que non seulement il respecte pas l'autorité, donc il va pas écouter les champions, il va pas chercher à écouter les champions, ni grâce à ça, ni grâce à ça. Donc en fait, des fois les champions ils vont dire des trucs ultra importants, ultra clés à comprendre dans un méta, et cet axe-là il va complètement passer à côté pendant ultra longtemps, parce que tant qu'il l'aura pas retrouvé lui-même, ça va être la merde. Et c'est vraiment à force de se confronter au monde extérieur, à force de perdre des matchs, qu'il va peut-être finir par se dire ok, il me manque de la data, je vais aller la chercher sur internet. Il va chercher la data sur internet, et il va un peu singer ce qui se passe ici. En fait il va pas singer longtemps, c'est-à-dire qu'il récolte la data, il l'intègre dans son TI, et ensuite il l'oublie où, quand, comment, pourquoi, qui de l'information. Il a juste retenu l'information, il absorbe l'information, tout le reste il bazarde. Enfin tout le reste, à moins qu'il y attache une importance émotionnelle, bien évidemment. Donc voilà, ça c'était pour la partie là. Et donc du coup, bah forcément... Non, c'est ça que je veux. Ah merci. Je veux juste que tu... Qu'est-ce que tu me fais, mon... Oh. Mais je m'en fous de ce que tu me fais là. Qu'est-ce que tu me fais, mon gars? Merci. Et on va faire le même exercice ici, avec SI. Donc, si on prend ici le petit SI, donc SI, ça va être et on va se rendre compte que cette fonction va avoir une certaine importance ici. Je respecte l'autorité en place, je respecte, pas l'autorité en place, mais je respecte le champion comme quelqu'un qui a trouvé une stratégie qui fonctionne, et donc du coup je respecte sa stratégie et j'estime que c'est une stratégie gagnante parce qu'elle a prouvé sa valeur. Et pour progresser et pour raisonner, je cherche des référentiels externes. Je cherche des référentiels externes pour enrichir mon système de pensée et sélectionner les meilleures options. Donc là on voit qu'on est vraiment sur un profil qui est à 300% dans la recherche des gens qui vont être compétents pour enseigner des choses et qui vont chercher à comprendre comment les choses vont fonctionner d'un point de vue très extérieur. Et donc du coup on n'est pas du tout, mais pas du tout sur des profils créatifs dans le respect d'une forme de créativité, etc. Ici, à l'inverse, on peut voir qu'on peut éventuellement rééquilibrer les choses. Enfin, rééquilibrer les choses. Je suis même pas sûr, en fait. On va voir que ça donne aussi un profil très différent. Je respecte les choses qui sont fortes. J'analyse le jeu au travers de mon regard de trouver les choses qui ont prouvé leur valeur pour rajouter ces cordes à mon arc comme étant des valeurs à utiliser, pour enrichir mon système de pensée interne de ce que je vais ou pas utiliser, comment est-ce que je vais voir la stratégie Pokémon, etc. Et donc on voit en fait que ces deux familles là, celui que j'avais tracé ici et celui que j'avais tracé là, en fait les deux là se rejoignent un petit peu dans le sens où on est sur une partie du fonctionnement ne respecte pas le monde extérieur, mais l'autre partie la respecte, et donc du coup il y a une forme d'équilibre qui se crée. On voit que le profil en bleu lui est 100% dans le respect du référentiel externe et de l'autorité, on va dire l'autorité extérieure, et que celui que j'ai pas tracé, qui est ici en vert maintenant, est complètement dans le faire les trucs dans son coin en quelque sorte, et chercher à poncer toutes les possibilités pour garantir la chose optimale, la plus optimale possible, du point de vue seulement du board, du game, etc. et quasiment décorrélé de l'être humain en fait, de l'être humain extérieur. Voilà, donc bon, bien évidemment tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, encore une fois, je pense que s'il y a des gens qui sont très experts de MBTI ou qui suivent d'autres courants de MBTI comme moi, etc., ils vont pas être d'accord avec moi. Je pense même que les gens avec qui je parle au quotidien de MBTI seront pas forcément d'accord avec cette analyse, mais voilà. Tout ça c'est bon. Et donc du coup, vite fait, un type MBTI, ça se représente comment? Ça peut être par exemple ENFP. ENFP qui signifie du coup, je vous explique pas le pourquoi du comment, c'est pas important, mais qui signifie que d'abord il a
en première position le NE, ensuite le FI, ensuite le TE et ensuite le SI. Donc ça veut dire que c'est ces 4 fonctions d'utilisation. Donc il fonctionne, en fait son cerveau fonctionne avec ces 4 fonctions. Celle de gauche, c'est celle qu'il utilise tout le temps et très fort parce que son cerveau a besoin, il est en confort d'utiliser cette fonction. Et donc du coup en opposition il va galérer sur la 4e parce que c'est celle sur laquelle il a trop du mal, c'est trop dur mais il en a besoin aussi. Hein. Et les 2 du milieu vont être plus équilibrés. La 2e c'est celle sur laquelle il va axer ses décisions, sa pensée, sa façon d'appréhender le monde, etc. Mais il va être capable de rebondir sur la 3e assez régulièrement pour compléter son branchement de pensée. Donc du coup, ici par exemple, si on reprend le NFP, on voit que... j'ai supprimé le calque brouillon. Terrible. Par rapport à ce que j'ai dit avant, par exemple, on va constater que ici, le NFP, par exemple, il a... Je me troll. On va constater qu'il a le NE et il a le TE, dans ce que j'ai dit. Alors oui, vous allez me dire il a le SI, mais le SI, il est derrière le NE, donc sur cet axe-là, c'est important de voir dans quel ordre il est. Donc, le SI, il est derrière. Il pourra y faire appel, et je pense que c'est comme ça qu'il va s'améliorer. Et c'est comme ça qu'on va analyser les joueurs. D'ailleurs, on va voir sur quels axes ils appuient pas assez, et sur lesquels ils pourraient s'améliorer. Et donc du coup, NETE, on est vraiment sur l'axe qu'on avait ici, là. Donc en gros, il va chercher à choper plein de données, mais il va quand même être capable de respecter le référentiel externe, et donc du coup de choper auprès des champions ou des grands joueurs ou des bons vidéastes des informations qui vont lui permettre d'enrichir son système de pensée d'analyse de jeu. Voilà. Bien évidemment, je parle pas de tout, hein, de temps en temps, il sera obligé de respecter son FI, et donc du coup, il va peut-être pas jouer une équipe méta parce que en fait, il adore Dratak, et Dratak est pas méta. Mais j'ai trop envie de jouer Dratak, donc je vais faire en sorte que Dratak soit dans cette équipe. Et tant pis, j'assume. Voilà, c'est un peu la nuance entre toutes les personnes, et bien évidemment, tous les ENFP font pas la même chose. Donc d'un ENFP à l'autre, va y avoir plus ou moins d'accent là-dessus, ou même là-dessus, hein, carrément. Il y en a, juste pour la combinaison Pokémon, ils vont être capables de tout donner là-dessus, et le reste du temps, 0, quoi. Voilà. Ça, c'est pour l'exemple. C'est purement un exemple. C'était pas plus important que un exemple. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Ok. Il y aura les ENFP Dratak et les ENFP Tritosaur. Exactement, c'est pas les mêmes. Exactement. Coucou J. Voilà, et là où je vais faire mon truc un petit peu bizarre, mais c'est normal parce que pour ceux qui connaissent le MBTI, je suis NTP, je fais des trucs bizarres, n'est-ce pas? Je déteste ce genre de formulation de phrase en plus. Ça va, Jus? J'espère que ça va. La pêche. À la base, je voulais placer les autres fonctions d'observation ici parce qu'en fait, du coup, là, je vous ai montré un ENFP qui avait le NE et le SI, mais si par exemple je vous dis ENTJ, le NTJ, il va avoir comme fonction TE, NI, SE, FI, et donc du coup, vous remarquerez qu'il n'y a pas de SI et il n'y a pas de NE. Il va bien falloir les mettre quelque part, ceux-là. Surtout qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas SI et NE. Et donc du coup, il va bien falloir les placer quelque part. Alors j'aurais tendance à placer de façon très approximative, j'ai encore supprimé mon casque. Je vais aller dodo, j'espère que j'ai... Ok. Je vais aller dodo, donc j'espère que j'ai pas trop la page. Ok, d'accord, très bien. Bonne nuit. Et bise. J'aurais tendance à placer mon SE ici et mon NI ici. Même si... Bon. Il y a discussion. Mais de toute façon, j'axe. Là, je vais placer un truc que je devrais mettre sur un plan de dimension, sur une seule ligne. Donc ça peut être un petit peu délicat de le faire. Mais je vais quand même vous expliquer. Donc SE, sensation extravertie. Et NI, intuition introvertie. Donc, la sensation extravertie, comme je l'ai dit, elle a plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a tendance à aller chercher le concret dans le monde extérieur. Elle va être beaucoup plus dans le mouvement, dans l'action, j'ai envie de dire, pour obtenir ces informations du concret. Et donc du coup, il va pas mal aller chercher... C'est une fonction qui du coup va être, pour les saviors en tout cas SE, et surtout dominant,
vont avoir tendance à pas mal être blagueurs, etc. Mais dans le monde physique, ils peuvent faire des blagues du genre te mettre des croche-pattes, etc. Et trouver drôle juste le fait que tu te casses la gueule sans penser à ton état psychologique, parce que ils sont pas dans le monde des idées, ils sont dans le monde concret, on va dire ça comme ça, j'exagère beaucoup les traits, c'est très inexact, et ne prenez pas ça pour argent comptant dans votre lecture de l'humain, parce que vous allez faire des grosses erreurs d'analyse, mais en tout cas, c'est un petit peu, comment est-ce que je pourrais expliquer la chose, et surtout, je pense que dans le rapport à l'autorité, en tout cas le rapport au référentiel, et à l'institutionnalisation des choses, le SE est capable, je pense, les sensitives ont tendance à être plus capables de respecter, indépendamment de leur fonction de pensée, parce que la fonction de pensée va équilibrer forcément, je pense que le SE est quand même plus capable de respecter l'autorité, dans le sens où ça fait partie de sa réalité concrète externe. Et donc du coup, il considère pas que son chef est son chef parce qu'il considère, enfin, il va pas considérer que le fait d'avoir un chef c'est quelque chose de juste, et quelque chose qu'il faut respecter à 100%, mais il va le respecter en tant que contrainte extérieure qui s'impose à lui et avec lequel il va être obligé de faire. Typiquement, les types, enfin, je trouve que les personnes qui ont des profils, donc par exemple, des profils SP, du coup, donc ISFP, ESFP, ISTP, ESTP, vont être plus résilients à accepter leur position hiérarchique, quand bien même elle ne leur plaît pas. Ça ne les empêche pas qu'ils vont chercher peut-être à monter, mais en tout cas, ils vont plus respecter ce que concrètement, comment concrètement est fait de la hiérarchie des choses, et respecter qu'à un instant T, ils ont un chef, même s'ils vont pas être... contrairement à SI, ils vont être moins réticents au changement, ils seront largement plus malléables sur le fait que les choses vont évoluer, vont changer, et donc du coup le respect de l'autorité est présent. Concrètement parlant, ils l'acceptent comme contrainte, ils acceptent en fait cette réalité de la hiérarchie. Ils la respectent pas dans le sens dans le sens qu'ils aimeraient pas que ça soit autrement, mais ils la respectent dans le sens elle est là, elle est comme ça et il faut faire avec. Et ensuite, l'intuition introvertie. Donc je la mets un petit peu plus à droite, mais pas à fond à droite, hein, bien évidemment. D'ailleurs, j'aurais les mettre entre parenthèses les trucs. Je vais mettre entre parenthèses parce que pour moi, c'est vraiment... Il y a des gens, des end users qu'on va mettre au niveau du ici, donc c'est pas... je devrais même enlever ça en fait. Je devrais même enlever ça. C'est vraiment indicatif, quoi. Voilà, je serais beaucoup plus à l'aise à être un peu moins inexact quand même. L'intuition introvertie, donc du coup, c'est une intuition qui va être... donc, SI et NI ont le point commun d'être des observations introverties, et NE et SE ont le point commun d'être des observations extraverties. Donc en fait... NI et SI vont plus avoir tendance à faire le tri dans les informations, et SE et NE vont plus avoir tendance à avoir une boulimie d'informations et vouloir en récupérer un max. Ce qui fait que NI, en tant qu'intuition introvertie, va être aussi dans le monde des idées, dans le monde des possibles, de comment les choses peuvent évoluer, comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses vers le futur, etc. C'est d'ailleurs probablement des cas de fonction d'observation la plus tournée vers l'avenir. Probablement aussi la plus tournée vers le spirituel dans les fonctions d'observation. Mais du coup, je pense que c'est une fonction qui respecte déjà moins que SE, l'autorité, dans le sens où elle va pas être agréable, elle va pas toujours être agréable, et ça va être quelque chose de contraignant. Parce que ce n'est pas vu que c'est concret et que c'est dans le monde réel, c'est pas dans le monde des idées. En fait, dans le monde des idées, ça se trouve, t'as pas de chef. Par exemple, imagine t'es au travail, t'as un chef, il te contraint dans ta possibilité de faire des choses. Et en fait, toi, dans ton monde des idées, dans ton monde idéal, dans comment les choses pourraient être, il pourrait ne pas y avoir de chef.
Donc tu vas naturellement avoir un comportement qui va plus t'orienter vers essayer de faire sauter le chef en question, par exemple, s'il t'empêche de faire les choses. Cependant, je pense aussi que, contrairement à NE, le NI est capable de plus faire la part des choses et plus de voir le chemin qui va mener, de faire preuve de plus de patience, on va dire, parce que dans l'ensemble des possibles, c'est pas un ensemble, enfin il y a un tri sur l'ensemble des possibles, et dans ce tri là il y a le tri dans ce que j'ai dans le monde des idées que je peux appliquer dans le monde réel, qui est peut-être un peu plus présent que le NE qui essaye absolument de tout faire à la fois et qui du coup va perdre patience beaucoup plus vite parce qu'il a trop de trucs en parallèle et qu'il va rien concrétiser. Et donc du coup je pense que sur cet axe là qui va être plutôt l'axe du respect de l'autorité, on peut l'appeler comme ça, je pense que les NI vont plus se placer ici. C'est-à-dire que s'ils voient une autorité dire quelque chose sur internet, ils vont être capables de le prendre en considération, enfin le NI va être capable de le prendre un peu plus en considération si ça permet de mieux trier l'information et de lui donner une idée globale qui est cohérente, on va dire, en quelque sorte. Mais il va quand même pas trop s'embêter à être full autorité, et donc du coup il peut parfois, et surtout associé par exemple à du TI, aller chercher beaucoup d'informations qui n'est pas d'informations d'autorité et ne pas respecter des arguments d'autorité, etc. Donc voilà. Là, avec cet axe-là et avec l'explication de ces fonctions-là, alors bien entendu, je vous ai expliqué du coup 3/4 des fonctions Jungian de MBTI. Ça fait déjà 50 minutes que la vidéo dure, mais comme je vous l'ai dit, on est obligé de passer par la théorie pour comprendre les concepts, en fait, ces concepts-là, pour pouvoir passer au stade suivant, qui va être de placer les têtes des gens sur ce graphe. C'est la partie qui va être un peu rigolote, parce que du coup, je vais prendre Snip là. Hop là, aux petites captures d'écran, et je vais capturer des têtes, tout simplement. Hein, un dresseur de Pokémon capture des Pokémon, et un jour il capture des têtes. Donc on va commencer très simple. Je vais prendre... la photo de profil, ouais, voilà, hop là. Je vais voir si je peux... je peux copier l'image carrément, ça c'est cool. Donc on va commencer par Harry. Alors ça, tout ça là, maintenant, du coup... Alors, attendez, parce qu'avant de mettre Harry, j'aimerais quand même rajouter un truc, je vais mettre... Je voulais mettre autorité et... Non, mais c'est pas grave, autorité, on s'en fout, voilà. Hop là. Donc du coup, je vais faire quoi? Sélection sujet. Je peux pas faire sélection sujet? Ah non, je peux faire sélection sujet. Est-ce que là, il va faire le taf? Ah, il a du mal sur cette image. Ah, il a du mal sur cette image. Non. 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 Oh, le bâtard. Alors ça, c'est beau, ça. Le crash... Mais au moins, on voit l'image, là, de Galadriel. Dis-moi qu'il me demande de récupérer. Oh, il me demande... Oh, il me propose de récupérer. Oh, merci bien. Oh là là, c'est assez bien foutu. Merci. Merci les développeurs de Adobe. Bon, on a été là où on avait fait le groupe. On avait ça. Bah, c'est parfait. Bah, écoutez, je vais pas faire le malin. Je vais pas faire le malin à faire détection de sujet. Visiblement, il y a des moments où ça plante. Sur les photos que je prends, moi... elles sont faites pour. C'est pas grave, on va détourer comme un porcasse. Est-ce que ça marche si je fais ça? Ouais, ça marche à peu près. Ça marche presque, mais ça marche absolument pas comme je veux. CTRL T. Ça va plus vite. Qu'est-ce qui va plus vite? CTRL T. Qu'est-ce que tu me dis là? Non, là, je vais te faire CTRL T, ça me va pas du tout. Ouais, c'est pas grave. Non, mais t'inquiète. Je vais faire comme je sais faire, parce que là, c'est pas le moment pour moi de faire le malin. Je vais faire ça, tac. De toute façon, le but, c'est que ça soit un peu grossier. Enfin, le but, on s'en fout, en fait, que les têtes soient... Hop là. Hop.
On lui coupe la tête, voilà, c'est bon. On va le mettre en plus petit parce qu'il va y avoir beaucoup de monde ici. Donc on va le mettre en plus petit. Donc Harry, clairement, il est... donc c'est un ESTJ pur et dur. C'est un ESTJ pur et dur, il se place là-haut. Je peux éventuellement mettre le petit sigle ici. ESTJ. Alors je vais pas le faire avec tous parce qu'il y en a je connais pas leur type MBTI. Et il y en a même... je ne connaîtrais pas leur axe d'observation, que je serais quand même capable de les placer sur le graphe. Alors, on a expliqué l'axe d'observation, mais en fait, j'expliquerai pourquoi je le place sur tel endroit du tableau ou pas. Hop. Hop là, ESTJ. Hop. Il va pas aimer. Les ESTJ n'aiment pas le MBTI quand ils le connaissent pas. C'est marrant. C'est très marrant de voir un ESTJ se faire cataloguer sur le MBTI, c'est très drôle. Il va pas aimer. Enfin, ou ça n'intéressera pas, j'en sais rien. Ou ça intéressera peut-être et je me trompe. Donc du coup, il est donc du coup clairement dans l'archétype ESTJ à l'état pur, dans le respect de ses deux fonctions principales, qui sont la pensée extravertie et l'association introvertie. Donc quand vous regardez ces vidéos, par exemple, vous voyez qu'il est vraiment dans le respect le plus total de la position des personnes qui... c'est-à-dire qu'il va énormément s'intéresser à qui est qui en fait dans la compétition. Toi t'es qui? T'es le mec qui a fait top 4 à tel machin, qui a fait top 1 à tel machin, qui a fait top 2 à tel machin. Il y a 3 ans, tu t'as brillé en jouant telle équipe. Cette année, t'as fait des bonnes perfs en jouant telle équipe. Voilà, enfin, il va vraiment s'intéresser à toutes les identités externes qui sont capables d'enrichir son réseau de pensée de façon à lui être en capacité de faire le plus de choix possible. D'ailleurs, la pensée extravertie, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le cadre du jeu Pokémon, va être beaucoup orientée vers ce que l'autre peut faire. Et donc du coup, dans ces vidéos, ça se voit. Parce que par exemple, lorsqu'il voit un adversaire faire une action, il va dire « Oh là là, mais là, il couvre pas du tout telle option. » Et il part du principe que l'autre s'est dit que lui pouvait faire ça, et donc du coup qu'il fallait qu'il couvre toutes les possibilités, ou en tout cas qu'il évite le plus de risques possible. Donc du coup, lui, dans son analyse du jeu, ça va être ah, il fait telle erreur, il fait une erreur parce que il respecte pas. Et donc là, on est dans le SI aussi. Il ne respecte pas cette façon de jouer qui est la façon de jouer la plus efficace. Donc du coup, il fait une erreur. Donc en fait, il est dans son analyse ici de il ne joue pas de la façon que j'ai observé être la façon la plus efficace de jouer. Donc mon adversaire est en train de faire une erreur. Alors que des fois, alors bien évidemment, dans sa façon de penser, c'est pas un argument. Des fois, il va se retrouver à perdre en fait des matchs. Et il va dire l'autre a fait une erreur. Et en fait, c'est à moitié vrai parce que l'autre a pas fait d'erreur dans l'instant, le moment pile où il a perdu ce match. L'adversaire a eu raison en fait, du coup. Il n'a pas eu raison de faire ce choix pour être bon en tournoi, mais il a eu raison de faire ce choix à cet instant T pour gagner le match en fait, tout simplement. Et en fait, c'est assez intéressant à regarder. Moi, je trouve que ceux qui, par exemple, le trouvent arrogant ou ont du mal avec sa façon de s'exprimer, devraient plutôt prendre du recul et jouer un petit peu avec cette vision, cette personnalité qui n'est pas du tout commune en fait. Enfin, il y a des STJ, il y en a pas mal dans le monde, mais je veux dire, tout le monde n'est pas STJ, du coup ça peut être marrant de prendre du recul et de se dire waouh, mais en fait, il est en train de perdre en disant que l'autre fait une erreur, tu vois. Enfin, c'est quand même intéressant à regarder, c'est pas ridicule à regarder, c'est intéressant à regarder parce qu'en fait, moi je trouve ça intéressant parce que je suis face à quelqu'un qui a pas le même fonctionnement que moi et qui utilise très bien une fonction que j'utilise très mal. De voir où est-ce que ça le mène en fait, comment est-ce que ça l'amène à raisonner, etc. Donc c'est très intéressant. Et tout le monde va être intéressant d'ailleurs, je vais parler de pas mal d'autres gens aussi, c'est vraiment cool. Mais voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite on a Fildrong aussi. Bon, je prends quelle photo de Fildrong? Il y a trop de photos what the fuck du Fildrong. Je peux prendre son logo aussi. Ah non, je vais prendre... Ah, elle est trop petite celle-là, c'est dommage. Il y avait une photo où ça correspond à une facette de Fildrong.
assez intéressante. On reçoit Fildrong. Ah, ça c'est bien, c'est très très récent ça. C'est très contemporain. Même si c'est pas intéressant de parler de Fildrong juste après avoir parlé de Harry, mais tant pis, je le fais quand même. Rien à foutre. Respect de l'autorité, moi 0. Hop là. Là, je pense que si je faisais maintenant des coupages sujets, il y en a plein des sujets. Hop là. Hop hop. Voilà. Alors. Fildrong, il y a des grosses suspicions de SCJ aussi. Sauf qu'en fait, quand je dis suspicion, c'est parce que il va être moins constant dans son TE et on va le plus le voir justement dans donc le TE. Si on a TE, on a forcément FI aussi et on va plus souvent le voir dans l'expression de son FI, dans le contrôle de sa colère, etc. Et donc du coup, globalement, j'aurais tendance à le mettre ici, sur le tableau. Moi, j'aurais tendance à le mettre ici. Je trouve quand même qu'il est dans un... Je vais mettre le SCJ, hein, avec un petit point d'interrogation. Voilà. Je fais CTRL-G, je mets Fildrong. Je trouve que Fildrong, il est beaucoup aussi dans le concret, dans la façon dont les choses fonctionnent, etc. Lui, ça va plus se traduire sur comment lui, il se positionne dans l'écosystème Pokémon. Et donc du coup, vu qu'il a commencé à appréhender Pokémon de par la communauté de fans, et ben aujourd'hui, il va beaucoup se positionner au niveau du fandom Pokémon. Il va être en respect total du fait que le fandom ait une liberté d'expression et donc du coup il va avoir tendance à naturellement légitimer le format des fans, donc le format Smogon en compétition Pokémon. Donc il va avoir tendance à beaucoup le défendre, il a du mal à en sortir en fait tout simplement, il n'a jamais analysé de VGC de sa vie, je crois pas qu'il l'ait fait une seule fois, ou il l'a peut-être fait une seule fois mais vite fait, ça ne l'intéresse pas. Il veut pas y aller, et il défend tant que possible, tant que le temps le permet, il va défendre le Smogon Overused et il va y rester. Donc pour moi, il est beaucoup dans là-dedans. Au niveau du jeu, il va être pas mal dans la pensée extravertie, je trouve, mais il va être un petit peu moins à l'extrême dans la recherche de référentiels externes, etc. Il va avoir tendance des fois à faire un peu plus les choses plus pour lui, et en fait alors là ça ne va pas se voir sur cet axe du coup parce que c'est parce que je monte forcément, mais en fait ça va se traduire aussi par le fait qu'il respecte un peu plus son NE, donc le STJ pour rappel TE, SI, NE, FI. Donc, NE en troisième position, on va moins le voir considérer des choses comme des erreurs parce qu'il va plus facilement s'ouvrir au fait que l'autre a beaucoup de possibilités auxquelles penser et que il peut très bien faire un pari sur le choix de l'adversaire. Il va pas considérer forcément qu'un choix va être... il va moins considérer que Harry qu'un choix adverse va être une erreur ou quoi. Et donc du coup, même si ça se voit pas sur sa texte, il est plus dans son respect du NE. Et donc du coup, par moment, il va s'amuser à faire des choses, quoi. Dans ses vidéos, il s'amuse à jouer des Pokémon parfois un peu naze, ou il va se mettre des contraintes, mais en fait c'est par plaisir. Ça lui fait plaisir d'explorer ce truc-là. Harry, quand il joue des Pokémon naze, quand il joue... récemment il a joué Mew par exemple en série 13, lui ça le fait s'ouvrir en quelque sorte. Il fait ça parce qu'il sait que ça lui permet de faire un match en plus sur internet, que dans sa commune il y a des gens qui le réclament, ça va faire des gens contents, quoi. Donc là déjà on voit qu'on a le même type de gars, enfin le même archétype MTI, mais déjà pas les mêmes comportements, c'est normal. Ensuite on va avoir quoi? On va avoir Rédemption. Ah. Alors, Rédemption, lui. Pareil, on fait le découpage à la zeub qu'on connaît bien. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Hop, hop. Alors Rédemption, ça va être... c'est là où on va voir que le graphique que j'ai actuellement, il va être peut-être mis à mal. Je sais pas exactement où le placer.
parce que je l'ai pas typé en fait, je me suis pas amusé à le typer, ou je sais pas si j'en suis capable. J'ai l'impression qu'on est sur de l'INTP, mais des fois il me donne l'impression d'être ISTJ, donc il pourrait rejoindre l'îlot là-bas. J'ai tendance à plutôt le placer là, en fait. En fait, je le placerai de façon plutôt équilibrée, mais dans ce carré-là. Et je vais m'expliquer pourquoi. De façon générale, quand il... Attendez, j'essaie de... Pour moi, reste c'est l'opposé de Fieldrong. Bah là, ça s'y tient bien. En fait, je vais plutôt le placer ici. En fait. Ouais, je vais plutôt le placer là. J'aurais tendance à penser qu'il est quelque chose comme une INTP ou un truc qui ressemble. Je vais mettre des points d'interrogation. Je sais pas s'il est INTP, il peut peut-être être ISTP, auquel cas il pourrait aller là, enfin il serait plus logiquement ici. Pour moi il est très average sur cette ligne-là. Mais j'ai tendance à le mettre un peu plus ici. Parce qu'en fait quand on le voit jouer, en fait on voit clairement qu'il est... Enfin... Déjà je pense assez clairement qu'il est dans plutôt une logique de pensée introvertie qui a absorbé énormément de connaissances et de savoir-faire de l'extérieur, certes, parce que forcément les données et ce que tu apprends, tu le récupères de l'extérieur, mais il l'a beaucoup intégré lui-même, en fait il va beaucoup intégrer ses conseils, tout son savoir-faire de jeu, il l'a intégré, et ce qu'il montre dans ses vidéos, c'est sa façon de jouer, et en plus de ça, il cherche pas forcément à l'enseigner, en fait, il cherche pas à montrer comment bien jouer à Pokémon, il se montre lui en train de jouer à Pokémon, donc je trouve que c'est quand même très orienté décision introvertie. Assez récent, enfin, les trucs qu'il fait sur YouTube, les choix qu'il fait sur YouTube, en opposition à tous les conseils qu'on peut lui donner de la part de personnes qui sont plus expérimentées que lui dans les vidéos, et lui, il s'en fiche, en fait, il va pas respecter ça. Donc je trouve quand même qu'il est... Voilà, je pense ici, peut-être même ici, enfin il est quelque part au milieu dans ce tableau, mais il réussit quand même à être constant et être bon sur la durée dans Pokémon, parce qu'il est passionné par ça. Et qu'au fur et à mesure, ça lui permet de, plutôt que d'être là, de se détacher, de venir un petit peu plus ici en fait. Je pense vraiment qu'il est au milieu de ce tableau-là. Il a beaucoup d'expérience dans le jeu, je pense qu'un Rédemption sans expérience dans Pokémon aurait pas du tout le même niveau qu'un Rédemption qui passe ses journées dessus. Il passe ses journées dessus, c'est pour ça qu'il est bon. Enfin, c'est pas que pour ça, bien évidemment. Mais voilà. Et il aime jouer à l'instinct, il est beaucoup moins rigide sur l'autorité en place. Exactement, il est beaucoup moins rigide sur l'autorité en place. Pour lui, il n'y a absolument aucun risque à faire un move. Enfin, il n'y a pas de danger à faire un move risqué. Il n'y a vraiment aucun danger à faire un move risqué. Parce qu'il est beaucoup plus dans... la possibilité que ce choix-là soit le bon, en fait. Il est beaucoup moins dans le souvenir de toutes les fois où ce choix a été mauvais. Cependant, je pense que s'il y a INTP, il a un très bon SI, en fait. Pour rappel, INTP, c'est TINE, SI, FE. Et en fait, la troisième fonction, lorsqu'on arrive à l'âge adulte, principalement, mais de façon générale, ça peut se vérifier un peu souvent, assez souvent, c'est une fonction qu'on développe plutôt lorsqu'on arrive à l'âge adulte. C'est-à-dire que c'est une fonction sur laquelle on va avoir des problèmes, on va s'en rendre compte consciemment, on va mettre un fort accent dessus. Et je pense que lui, il a quand même un SI assez développé, et donc du coup, qu'il est capable de quand même beaucoup respecter ce qui a pu être efficace. En tout cas, ça va enrichir son intuition dans Pokémon, et ça va le rendre assez performant. En tout cas, quand il joue à Pokémon, il est bon, tout simplement. Et donc du coup, on est vraiment sur un profil très différent. Rédemption sur le VGC, je pense qu'il serait très critiqué par Harry, par exemple, qui aurait du mal à comprendre sa façon d'approcher le jeu. Et vu que lui ne sera pas encore une autorité dans le jeu compétitif, au moins dans un premier temps, ils vont être en désaccord complet, enfin lui en tout cas, ils vont être en incompréhension complète l'une de l'autre, je pense, sur la façon d'appréhender le jeu.
Ensuite, on a qui? Maître Armand. Ah, Maître Armand. Maître Armand, clairement, et c'est là où on va voir que clairement on est sur deux profils différents. Alors Maître Armand, j'ai... Ouais, sa photo Twitter, ouais, c'est pas mal. Hop. Copier l'image, tac, tac. Maître Armand, tac, tac, tac. Alors il n'y a pas sa tête en entier, hein, ça va être le seul qui va avoir une tête carrée, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Hop, tac, tac. Maître Armand, lui, va lui faire une tête... On va dire que c'est le Seracroll du schéma. Maître Armand, c'est un petit peu délicat parce qu'en vrai, je suis pas sûr de son type, mais j'ai vraiment l'impression, j'aurais tendance à le placer ici. J'aurais quand même tendance à le placer ici. Je reverrai peut-être mon jugement sur Rédemption après avoir placé d'autres personnes. Non, attends. Non, non, non. Je pense que c'est ça, Maître Armand. Je pense que c'est full ça, Maître Armand, en fait. Je vais m'expliquer pourquoi. Maître Armand, je me risquerai pas plus que le typer comme ça. Je sais pas s'il est INTP ou ISTJ. J'aurais tendance à penser qu'il est ISTP. En vrai, je pense qu'ISTP, c'est pas... Non, c'est pas déconnant, ISTP. Hein. C'est pas déconnant. Est-ce qu'il... J'essaie de me souvenir des discussions que j'ai avec lui, mais j'en ai pas eu des masses. En vrai, je saurais pas dire. J'ai pas envie de m'y risquer. Non, j'ai pas envie de m'y risquer. J'ai pas envie de prendre ce risque. J'ai pas envie de montrer cette image à la fin. Qui présente sûrement trop d'erreurs. Ça, je suis à peu près sûr que c'est sûr. Pas sûr à 100% non plus, mais je pense que c'est à peu près ça. Mystère aussi pour moi, là. En gros, Maître Armand, ça va être quelqu'un qui va être... je trouve... Bah, du coup, si je le mets VRTI, je pense que je le mettrai ITP. Hein. Ouais, je pense qu'il est ITP. C'est quasiment sûr. Non, mais il est STP. Je vais mettre des points d'interrogation aussi. Puis voilà. Mais là, quand je vois mon axe, je vois pas où est-ce que je le mets ailleurs. En gros, Maître Armand, ça va être quelqu'un qui va être vraiment dans... pareil, lorsqu'il l'appréhende, alors lui c'est vraiment très riche en contenu pour comprendre comment il prépare ses compétitions, parce que lorsqu'il appréhende une compétition, il explique point par point comment il fait en fait. Je pense... bon, peut-être qu'il y a une TP ou ISTP, je sais pas exactement, mais enfin bref, je pense que ça collerait plutôt bien avec sa personnalité. En tout cas, il est clairement dans la recherche, lui, d'une stratégie, de mettre en place une stratégie, etc. Il va être assez rarement dans la recherche de référentiels externes. Il va plutôt chercher il va plus chercher des tutos que des profs, en fait, tout simplement. Il va chercher des tutos, il va pas chercher des profs. Il va chercher à comprendre comment les Pokémon, les nouveaux Pokémon fonctionnent, pour l'ajouter à l'ensemble des données qu'il a déjà sur tous les autres Pokémon, qui sait déjà sur le bout des doigts comment ils fonctionnent. Il connaît la boîte à outils par cœur, en tout cas du plus par cœur qu'il peut. Et quand il a des méconnaissances sur les trucs, il rattrape son manque de connaissances. Et dans le respect de l'autorité, il est pas rigoureux, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, je pense qu'STP, ça pourrait bien correspondre si on suit cette analyse-là, parce que vraiment, c'est la méta. Je suis pas là pour la respecter, mais je suis là pour faire avec. Voilà, il n'est pas dérangé par le fait de devoir faire avec la méta, mais il a pas envie de la changer, quoi. Il va pas forcément jouer ce qu'il y a dans la méta, il va jouer ce qu'il a envie de jouer, etc. Je pense qu'STP, ça peut être un des paris qu'on pourrait faire sur sa personnalité, je suis pas sûr de ça, mais en tout cas, clairement, je le placerai plutôt ici. Professeur FX, est-ce qu'il y a Professeur FX? Professeur, pas professeur déjà. FX, ah bah y a pas de... Il y a une photo de lui, mais pas ouf, on va prendre son avatar, et puis ça ferait bien le taf. Hein. Alors, professeur FX, là, je vous avoue que...
Hop, ça va être un peu plus compliqué. En plus, je le connais beaucoup moins. Enfin, mais j'ai déjà observé des choses chez lui. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un, c'est un contemporain, on va dire, sur le format compétitif de Harry. Harry, qui émet un avis sur lui. Donc du coup, ça va être intéressant aussi de voir comment la façon de jouer de l'un est perçue par l'autre. Même si du coup, FX faisant moins de vidéos, j'ai pas le truc dans l'autre sens. Je pense qu'il a une TP aussi, hein. Franchement, je sais pas ce qu'il peut être d'autre. Il est beaucoup plus dans... Non, c'est pas ça. Attendez, je ouvrir au chat. Ah, le mieux est dessus, hein. Donc FX, il est beaucoup moins dans le respect des choses en place. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait ce travail d'acceptation de la méta, de prendre en main l'outil, l'outil déjà développé par le monde extérieur. Et c'est pour ça qu'il se ramène souvent en tournoi avec des choses complètement what the fuck, complètement loufoques, parce qu'il aura travaillé lui dans son coin en observant son ensemble des possibles, en essayant de trouver la chose la plus forte selon son analyse, sa pratique du jeu. Oui, ma grande, mais je peux pas m'occuper de toi là, en fait, je suis en train de faire un live. Mais t'es très gentil, mais c'est pas possible là. Elle me fait des câlins, mais en fait, elle veut jouer. Tu veux des smalls de jeu, je le sais. C'est marrant, mais depuis 2 jours. Tu sens l'essence un peu, hein. Pourquoi tu sens l'essence? T'as été draguer des chatonnes à la station essence? Elle vit en appartement, hein, mais non, pas du tout. Attendez, je vous la montre. Hein, ma petite topaise. Voilà. Et c'est pas pourquoi j'ai fait ça, parce qu'elle connaît pas les écrans internet et tout. T'es pas câblée pour ça, hein, ma cocotte. Hein. Oh, t'es mignonne. Bon bah désolé pour YouTube sur cet aparté, mais bon pour une vidéo d'1h30 c'est pas très grave. Donc voilà, on voit que potentiellement les deux sont INTP, mais Professeur FX va être beaucoup plus dans... il va plus avoir le besoin de respecter son exploration des possibles et de l'ensemble des outils qu'il peut explorer, des outils qu'il peut envisager. Donc il va moins respecter la réalité. En fait, il va moins respecter la réalité de ce qu'il faut faire pour performer. Donc, il va être moins dans son S, et donc dans le respect de l'autorité, il est complètement à la ramasse, quoi. C'est ok, dans une méta où il y aurait un Pokémon incontournable que tout le monde joue, et parce qu'il faut le jouer, bah, il le jouera quand même pas. Il essaiera de trouver un moyen de pas le jouer. C'est un fixe obvious, oui, il joue toujours des trucs inédits en tournoi. Oui, il joue toujours des trucs inédits, mais en fait, il performe pas assez à cause de ça. Parce qu'il y a un moment où il se pose pas pour se dire ok, bon maintenant j'ai bien exploré, il faut que je fasse un truc qui gagne, tu vois. Et voilà, bon, donc on voit davantage cet aspect là par rapport à Redemption, d'où le fait que je le place à cet endroit là sur la courbe. Ensuite je voulais parler aussi de 2 autres joueurs. Alors malheureusement sur la scène compétitive officielle je connais pas les joueurs actuels. J'ai pas vu leur match, j'ai pas observé leur personnalité, j'ai pas lu ce qu'ils ont écrit. Donc je vais faire que avec ceux que je connais, donc ceux qui existaient avant dans la compétition officielle. Mais mon choix reste quand même un peu fait exprès. On va commencer par Rerizo. Ah non, ça c'est pas pour toi ma cocotte. Hein. Hop, hop, hop. Ah, le chat sur les genoux, ça va être fort. Hein. En fait, je me demande si... En Rédemption, je commence à avoir un petit doute, mais... Pas de Lando Sniff. Rerizo, lui, pareil, j'aurais tendance à le placer ici. Peut-être plus ici. Peut-être plus ici. Globalement, Rerizo, je le connais... Enfin, je vais avoir encore plus de mal que les autres à être sûr de son type.
Ouais, désolé. Je vais avoir plus de mal à être sûr de son type, et de toute façon, c'est pas le but de cette vidéo de trouver des types MBTI aux gens. Hein. Mais globalement, sur cette courbe-là, j'aurais tendance à le placer ici. Ou peut-être là. Et du coup, c'est vrai que je me rends compte que j'aurai beaucoup moins de gens à placer ici, ça va être un petit peu compliqué. Même si je crois avoir une idée, quand même, pour certaines personnes. Mais alors lui, je vais le placer ici. Pourquoi? Parce que en fait, quand on voit comment il joue, on voit clairement qu'il n'est pas. Assez récemment, il avait essayé de reprendre la vidéo et de reprendre la compétition Pokémon. Je sais pas où est-ce que ça en est, mais en tout cas, à l'époque, il avait commencé. Et il commençait la compétition Pokémon, il prenait des Pokémon et il allait sur le ladder pour jouer. Et il n'était pas dans la recherche. Il était plus en train de développer son propre avis sur la question. Ce qui fait que je sais pas trop où est-ce qu'il est là, mais pour moi il est au milieu, quoi. Il est à peu près ici, il est au milieu. Ah, je commence à avoir un truc qui se dessine dans ma tête. Est-ce qu'il serait pas... Ah, ça sonne bien ça pour moi. Hein. Ah oui, d'accord, j'ai inversé les trucs. Ça sonne bien ça pour moi, ça colle avec sa personnalité. INFJ ou INFJ INFJ INFJ, est-ce qu'il ferait ça, c'est un INFJ? Bah ouais, carrément. Carrément, ça colle bien. Ou un ISFJ qui respecte NE. Bon, je vais mettre un X. Je vais mettre un X. Je pense que Rizzo, là maintenant que j'y pense, je pense qu'il est de ce type-là. Parce qu'en fait, il n'est pas dans le... Pour appréhender la compétition Pokémon, il va pas commencer par d'abord regarder comment ont performé les gens 3 mois avant, quoi. Il va aller sur le ladder avec des Pokémon et il va faire des matchs pour voir un peu qu'est-ce qui marche pas. Il va changer son équipe. Il va commencer par jouer ce qui lui plaît. Puis il va changer son équipe et au fur et à mesure, il va intégrer des choses qui vont rendre son équipe forte. Et c'est comme ça qu'il s'est ramené au World avec un Fulguris ultra tanky alors que tout le monde le jouait full vitesse, full attaque spéciale. C'est la particularité de ce gars. Je pense qu'il est capable de faire preuve du coup d'une certaine créativité. Il est capable de se donner la rigueur de l'exercice pour régulièrement et sur la longueur essayer des options pour réussir à faire le tri dans les options et décortiquer la mécanique de jeu, mais sur une logique du coup qui va être vachement plus orientée TI. Et donc du coup vachement plus orienté qu'est-ce que moi je dois jouer que les autres. Du coup vu que ça manque un peu de... Voilà, juste pour que le tableau soit plus lisible. Là je crois que je vais réorienter un peu mes trucs. Le joueur très... De façon générale, je le sens quand même équilibré. Hein. Rédemption. Rizzo, on va le mettre un peu plus par là. FX, on va le décentrer un peu. On va un peu moins les punir, là ils sont un peu dans le coin là-bas. Hop là, on va le mettre ici. En fait c'est parce que Harry je l'ai mis vraiment tout en haut à gauche que... Coucou. Oui oui je sais. Sauf que... elle harasse beaucoup. Voilà. Là c'est un peu plus sympa à lire. Et... Ok, cool. Et l'autre personne que je voulais montrer, alors lui je suis quasiment sûr de son type MBTI. Alors lui il a 15 000 photos de lui sur internet, qu'est-ce qu'on peut prendre? Ah les vieilles celles-là. De toute façon on le reconnaît. Je vais prendre Wolfie. Ah, trop marrant, il s'est fait détourer. Trop drôle. Copier l'image. Bon, je crois qu'il a plus la tête là exactement maintenant, mais on va faire avec. Hop.
Ah, mais tu sais pas ouvrir une porte aussi. Tiens, ouvre une porte. Ok, donc on va détourer la tête de Wolfie vite fait. Ah, bah cette vidéo date, enfin, cette photo date un peu. Je crois qu'il a les cheveux courts maintenant et tout. Ça date d'il y a longtemps. Non, mais c'est pas parce que tu miaules que je vais pouvoir m'occuper de toi, ma cocotte. Je m'occupe de toi après. Alors lui, clairement, il est là. Lui, il est clairement ici. Je pense qu'il est clairement là, à n'en point douter. Je suis quasiment sûr de ça. Donc je vais l'écrire sans point d'interrogation. Wolfie, je pense qu'il est ENFP. Je suis pas sûr de moi, mais je pense qu'il est ENFP. Les ENFP se distinguent beaucoup. Pour rappel, c'est ses fonctions, et ils se distinguent beaucoup parce que en compétition, de par leur capacité de combiner TE et NE, donc d'utiliser la pensée extravertie tout en la combinant avec l'intuition extravertie. Et par rapport à un ESTJ qui a NE en 3ème position, il va moins avoir de problèmes à respecter NE qu'un ESTJ aura de... Enfin, lui, il a NE en dominante, il a TE en tertiaire, mais il va avoir moins de mal à respecter sa pensée extravertie qui est tertiaire qu'un ESTJ en compétition aura de facilité à respecter son intuition extravertie qui sera en tertiaire. En fait, avec la même combinaison de fonctions, le fait que l'ordre soit complètement changé, ça change aussi l'appréhension et sa capacité à rebondir dessus, je trouve. Ce qui lui donne un petit côté grain de génie dans sa façon de jouer, qui pourrait presque le faire passer pour un génie. D'ailleurs, Harry le respecte beaucoup, ce joueur, parce qu'en fait, il a réussi à s'imposer une rigueur et à respecter, à développer son TE très vite, pour lui permettre d'appréhender la compétition Pokémon avec une certaine force intellectuelle, on va dire, cette force plus de réflexion, tout en étant déjà dans ses forces sur sa capacité à choper, à piocher là où il peut des options qui sont peu conventionnelles. Et ça se voit dans les équipes qu'il a jouées dans les compétitions Pokémon, hein, ça se voit beaucoup. Donc voilà. Et ensuite, on va s'amuser un petit peu à aussi proposer quelques personnes que l'on connaît, on va dire. Alors déjà, je vais prendre Brian. Brian ici présent, peut-être ici présent, je sais pas. Copier l'image. Brian Martinet, oh là là, elle est trop grande. Ta tête est trop grande, Brian, faut arrêter. Oui, oui, oui. Brian Martinet. C'est très pratique, hein, blanc sur blanc, ça va être très très bien. Ok. Qui ça? Ah, c'est... Hop. Wolfie. Ok. Alors, Brian. On le place où? Ici. Brian, je le placerai là. Brian, je te pense ISFP. Ce n'est pas une vérité absolue. Mais c'est mon avis. FI, SE, NI, TE. Donc, pour rappel, les fonctions de l'ISFP, c'est ça. Donc, la fonction on va dire de réflexion logique, ça reste la pensée extravertie que Brian est capable de respecter dans les matchs Pokémon, même si on va sentir une inconsistance sur cette fonction par rapport à quelqu'un qui l'a en dominante. Ce qui peut lui donner son côté très spontané, etc.
Parce qu'il y a des moments où il va faire des choses d'instinct, et du coup, ça fait que par exemple, après avoir travaillé une équipe pendant un mois, la veille du tournoi, il va changer d'équipe. Ça donne cette inconsistance-là. Je l'aurais mis dans la partie en haut à gauche aussi. Ouais, bah oui, forcément, je m'en doute bien. Mais je la mets très proche du centre quand même, parce que je trouve quand même que, typiquement, dans son rapport déjà à l'argument d'autorité, etc., je vois bien qu'il y a des moments où il va pas oser aller dans le défi de l'autorité, mais il va quand même souvent le remettre en question. Il va quand même souvent essayer de s'en extraire, parce qu'il a envie de faire un peu les choses comme il veut quand même. Pareil pour au niveau pensée introvertie, bah, il est dans sa pensée extravertie, mais il peut pas s'empêcher de respecter sa volonté de faire les choses comme il veut, et donc du coup, à un moment, il va craquer, il va être à fond dans cette logique-là de reprendre des concepts, etc., dans ce qu'il a pu analyser sur Internet, dans ce qu'il a pu voir, etc. Et à un moment, paf, il va craquer, et il va lâcher un Pokémon chelou, il va changer d'équipe, parce qu'en fait, il veut être sur sa zone de confort FI aussi, donc il va être moins consistant dans ce qu'il fait, il va être vachement plus impulsif que des joueurs ESTJ par exemple, mais bah, ça lui donne aussi cette capacité de... En fait, ça lui donne cette capacité créative sans avoir l'intuition extravertie. Et donc du coup, ça fait... pour moi, ça fait ça. Bon, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que je le positionnerai. En tout cas. Mais encore une fois, c'est d'autant plus que c'est quelqu'un que je connais personnellement en amitié proche. C'est plus que subjectif. C'est ultra subjectif. Ça se trouve, il est INFJ et j'ai rien compris. Ensuite, bah oui, t'es là, t'y passes. Hein. Four Blaze. Où est-ce que je te place, toi? Tu triches, tu me connais trop. Ça peut être un handicap hein, de connaître trop quelqu'un, pour le typer, pour le placer quelque part, etc. Typiquement, au début, quand je commençais à tâtonner en MBTI, moi je te pensais plus ENFP ou un truc comme ça, tu vois. Voire même ENTP, enfin je te voyais extraverti, parce qu'en fait nous on s'est toujours vu en soirée, je t'ai rarement vu introverti, parce qu'en fait on est toujours ensemble et j'ai toujours l'impression que t'as la grande chatte et tout, alors que dès qu'on te fout un petit peu dans un milieu où il y a trop de gens que tu connais pas, c'est vrai que t'es pas très à l'aise, quoi. Là, on parle d'introversion pure et dure, ce qui n'est pas forcément un élément à prendre en compte dans la MBTI. Four Blaze, où est-ce que je le place Ah, je sais pas où est-ce que je le place. Moi, j'aurais tendance à te placer dans cette partie-là. J'aurais tendance à le placer dans cette partie-là parce que... je le vois pas ici. En fait, je te vois pas TE, en fait. Je me trompe peut-être. Hein. Peut-être ici. Hein. Ah, je sais pas. Ou t'es peut-être... En vrai, j'en sais rien. T'es peut-être ici, en fait. J'en sais rien. Ah, c'est compliqué à dire. Mais du coup, vu que c'est compliqué à dire, c'est vrai que ça me fait penser que ce serait peut-être déjà plus proche des centres des axes, d'au moins un axe, et quelque part ici. Qu'est-ce que j'ai observé? J'ai observé le fait que... Non, t'es ici. T'es déjà du côté droit déjà ici, c'est sûr. Parce qu'en fait, dans les Pokémon que tu utilises et tu construis tes propres équipes, en fait, tu conçois tes propres concepts. Tu vas bien évidemment t'intéresser au monde extérieur, mais je me mettrai en haut à droite. Ouais, je pense que, en tout cas déjà t'es à droite, c'est sûr. Tu crées tes propres concepts, tu t'intéresses pas assez à l'existant dans ta façon de parler du jeu. T'es plus dans l'exploration du jeu dans son potentiel que dans la réalité du terrain en fait, et j'ai même été surpris de te voir jouer des équipes qui compétitivement parlant étaient quasiment avérées pas forcément bonnes par tes contemporains, et pourtant tu les joues, ce qui prouve que t'es absolument pas dans le respect de l'autorité, parce que sinon tu respecterais plus ça. Est-ce que t'es plus pensée extraverti ou pensée introverti? De toute
toi tu te connais mieux que moi. Donc si tu dis que tu te mets en haut à droite, je te crois. T'aurais... Il serait où ton NE? C'est ton NE en 3ème ou 4ème position, alors oui. Vers l'axe. Ouais, c'est un petit peu dur à savoir. Hein. Attends, je réfléchis. Quand tu joues... Je suis quand même... J'aurais quand même plutôt tendance à te mettre en dessous, tu vois. Dans le carré là. Même si ça reste très... très léger. Mais je repense à la différence... genre au dernier événement que j'avais organisé. La différence entre toi et Devil. Et je trouve que ce delta te placerait plus ici, mais c'est vrai que t'es proche, hein, t'es proche du milieu de l'axe. Allez, vu que sur l'image ça fera plus joli, je vais te mettre là, mais en vrai je pense que t'es assez équilibré là-dessus parce que c'est à se demander si c'est pas ta 3ème en fait, ou ta 4ème. Et du coup c'est non, peut-être pas justement, c'est peut-être dans tes premières, c'est peut-être même ta première ou ta 2ème. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être ta 2ème. Pour expliquer, il y a aussi des courants qui parlent des fonctions shadow, donc les 4 qu'on n'utilise pas. La 6ème serait une qui nous est accessible, compréhensible, et donc du coup, si tu es par exemple pensée extraverti en 2ème, tu es pensée introverti en 6ème, et donc tu es en capacité de comprendre les raisonnements des autres de pensée introvertie, et donc parfois aussi éventuellement de compléter ta pensée extravertie avec la pensée introvertie. Il a du mal, pas trop mal à la tête sur Blaze. On va dire que c'est là, mais en vrai, je pense que les deux se valent. Et ensuite, on va clairement s'amuser à me mettre dessus aussi. Je suis où, moi? Je suis plus là. J'ai pas cliqué sur ma propre photo, quoi. Je me terrifie. Je me fais pleurer de cette triste nouvelle. Voir la photo de profil, copier l'image, et bien évidemment, ouf, ma tête en gros plan. Donc quoi, je me plaignais la tête de Brian, mais en fait, la plus grosse tête, c'est la mienne. Hop, 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 hop. Et moi, c'est pas pour me vanter, hein. Mais voilà, je suis clairement ici. Je pense que par rapport à FX, je suis peut-être son voisin. Je suis au même endroit, il m'embête un peu. Je vais être... En vrai, par rapport à FX, je pense quand même que je suis là. Je suis vraiment pas très loin. Mais je suis quand même un peu au-dessus de lui sur TI. Parce qu'à un moment, quand je veux gagner, je prends sur moi. Quand même. Quand je veux gagner, je fais un peu attention. Enfin... On a eu 35 messages ont été supprimés. Ryan se produit 5 secondes. T'as spammé des trucs. Ah putain. Yes. Je vais pas jouer à un truc réputé très fort en métro académique par exemple. Ok, je vois. Je reconnais l'autorité sans problème, mais je vais jouer à ma façon, explorer les techniques en accord avec mon style de jeu. Donc en fait, de ce que tu dis, tu te placerais plus ici au final. Ouais, au final, t'es quand même très équilibré, quoi. T'es ici, quoi. Ouais, très cohérent. Moi, je me situe clairement ici, hein, clairement, moi, je m'intéresse à toutes les possibilités, et à toutes les forces. Ça m'intéresse de savoir, par exemple, ça m'intéresse, ça m'a amusé de découvrir que un jour, j'ai fait une équipe où je voulais un poudre fureur qui est immunisé aux attaques sol. Je voulais spécifiquement poudre fureur, et du coup, j'ai découvert que c'était la niche de Vortante. Du coup, je m'amuse à troller les gens en disant ça. Genre, je m'y connais beaucoup, tu vois. Pour moi, ça a une importance de faire ce travail d'exploration.
Et, je pense très honnêtement que Pokémon est un jeu avec une infinité d'options viables, avec enfin, en tout cas une grande quantité d'options viables, que si on mettait des algorithmes ultra performants dans la recherche des équipes les plus fortes, les équipes top méta n'y seraient pas. Tout simplement parce qu'ils développeraient des équipes encore plus puissantes avec des stratégies qu'on n'envisage pas parce qu'on élimine trop vite des options par TE. Et par ici. Et par ici TE en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que j'ai une vision qui est quasiment opposée à celle de Harry d'ailleurs du jeu Pokémon. Hein. C'est quand lui il dit par exemple qu'il faut d'abord jouer avant de commencer à faire ses propres équipes, moi j'ai tendance à plutôt penser à l'inverse. Si tu as de moi un Pokémon, commence d'abord par faire des équipes, mange-toi la gueule, prends tes coups dans les dents, constate que ton équipe est pas bonne, et comme ça t'apprendras qu'il faut quand même t'intéresser à ce que les autres ont développé comme technique pour te les incorporer et rajouter ça à ton équipe à toi, justement, quitte à la refaire de zéro avec d'autres Pokémon, d'autres attaques, etc. et retenter le coup après. Je vais être exactement là où tu m'as mis. Ok, cool. Du coup, ça fait que bah, forcément quand je veux être efficace compétitivement, le chemin est plus long, parce que je vais pas être en capacité de toute façon d'utiliser les outils déjà en place à 100%. Je suis pas câblé pour être performant avec. Donc du coup, et en plus de ça, même si j'essaie d'être performant avec, il me faudrait beaucoup plus d'entraînement, donc en fait je pars de plus loin. Notamment dans les formats actuels. Et en fait, c'est un peu là où je voulais en venir au tout début en faisant cette vidéo, c'est que si on joue en faisant un BO1, toutes les personnes ici sont meilleures que celles qui sont ici. Et si on joue en BO3, toutes les personnes ici, enfin en tout cas naturellement, on va dire, mieux câblées pour gagner que les personnes qui sont ici. Ceux qui sont là, ils sont un peu sur un axe médian où ils ont, je pense, un équilibre. Et tout va jouer dans leur capacité à les puiser dans soit l'inconventionnel ou le personnel, soit dans le conventionnel ou le souvenir, quoi. Donc pour moi, il y a vraiment ça qui est à prendre en compte. Et typiquement, quand... mais ça sert aussi de grille de lecture, c'est-à-dire qu'en gros, lorsque vous regardez une vidéo de Harry qui dit Rerizo triple champion du monde, et après qui dit ah là c'est une autre époque et tout, les gens jouaient moins bien, etc. Je suis pas convaincu. C'était plus facile pour quelqu'un de l'époque de se qualifier au championnat du monde qu'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, il fallait arriver à un tournoi, des tournois il y en avait un par pays, et il fallait arriver en demi-finale pour avoir... Non, il fallait arriver en finale. Non, demi-finale. Il fallait arriver en demi-finale pour avoir ta place et ton billet d'avion. Aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, t'as beaucoup plus d'instances de tournoi, t'as beaucoup plus d'options, t'as beaucoup plus de chances de gravir un échelon. Alors c'est sûr que arriver à un tournoi et gagner un tournoi, c'est plus compliqué, mais tu peux te louper une fois un tournoi. À l'époque, tu pouvais pas te louper. Et un Rerizo qui réussit 3 ans d'affilée à gagner le championnat du monde, une fois, je peux comprendre que ça puisse être considéré comme un hasard, en quelque sorte, où à l'époque, les gens étaient moins forts, donc du coup, il était moins fort. Lui, il a fait 3 fois d'affilée quand même, donc... Non, je pense que c'est aussi un format, c'est aussi une époque où... en effet, le niveau global était plus bas, dans le sens où le degré de technicité était moins élevé, et donc du coup, pour essayer d'attirer son épingle du jeu, la capacité à aller puiser des nouvelles idées était plus importante pour gagner. Et donc du coup, c'était pas plus facile ou plus dur. C'était pas plus facile en fait. Je pense pas que ici, ils auraient mieux fait à l'époque de Rerizo en compétition Pokémon. C'est pas possible parce qu'il y avait trop besoin d'être capable d'inventer du neuf en fait. Pokémon manquait encore de maturité sur le plan stratégique par rapport à aujourd'hui, clairement. On avait besoin d'aller chercher du neuf pour être capable de gagner, en fait. Il fallait chercher la nouveauté. Donc on n'est pas sur les mêmes époques. Et donc, mais en tout cas, une fois que vous avez cette grille de lecture, vous êtes capable d'appréhender des vidéos, par exemple de Harry, en vous disant, ok, là, il est dans son analyse ESTJ, donc il est dans sa vérité, qui apporte une forme de vérité aussi, donc il faut aussi prendre en compte. Hein.
que ça apporte une forme de vérité, dans le sens où en fait, ça signifie qu'aujourd'hui, le degré de technicité maîtrisé par un grand nombre de personnes est beaucoup plus important qu'à l'époque, ça c'est une vérité, et qu'aujourd'hui, la fenêtre de tir pour l'originalité est plus réduite. C'est pour ça que des profils comme le sien ont plus de chances de réussir dans certains formats aujourd'hui qu'en 2015, en 2013, 12, 11, enfin bref, à l'époque du BO1 et de la stratégie encore un peu balbutiante, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais déjà couper ici pour YouTube, ça fait déjà une grosse vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'aurais essayé d'être un peu didactique, etc. J'ai pas été 100% précis, je me suis permis des imprécisions, des imperfections, mais c'est pour apporter le propos sur la table et parler de Pokémon un petit peu à la fin. J'espère que ça vous aura plu, on se dit à la prochaine.